Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de m'avoir invité. Nous allons effectivement parler ensemble de la découverte de l'art préhistorique et plus particulièrement de la découverte de l'art mobilier, c'est-à-dire de l'art des objets. Alors, 3 musées nationaux possèdent de très belles collections d'art mobilier préhistorique, comme vous le savez, en France. Le musée des Hésites-Taillac en Dordogne, le musée national de préhistoire, le musée dans lequel nous sommes aujourd'hui, le musée de l'Homme, et puis le musée d'archéologie nationale, avec des histoires un peu différentes, évidemment, puisque les dates de création de ces 3 musées sont différentes. Le musée d'archéologie nationale, dans lequel j'ai la chance de travailler, est un musée ancien, puisqu'il a été créé en 1862. Il a été installé dans le château de Saint-Germain-en-Laye, qui a été restauré, et vous voyez que la restauration a duré un temps certain, entre 1862 et 1907. Entre-temps, on avait classé le château royal de Saint-Germain-en-Laye au titre des monuments historiques, et le musée a été inauguré en 1867. Mais vous voyez sur l'écran que je vous parle de la création d'un musée gallo-romain et de l'inauguration d'un musée gallo-romain. C'était effectivement le souhait de Napoléon III qui voulait présenter le résultat des fouilles qu'il avait fait réaliser sur le site d'Alésia. Et il écrivait, Napoléon III, l'histoire de Jules César. Donc au départ, c'est bien un musée consacré à l'Antiquité qui est créé donc par l'empereur. Mais très vite, des collections préhistoriques arrivent et vont en quelque sorte bousculer la destination de ce musée qui va devenir, au moins en termes de volume, davantage un musée de préhistoire finalement qu'un musée d'antiquité, puisque encore aujourd'hui, les 2/3 des volumes des collections sont des collections préhistoriques, des collections paléolithiques et mésolithiques. Alors, quelles sont les collections qui vont justement arriver les premières et qui vont bouleverser ce musée ? Ce sont les collections de Jacques Boucher de Perthes. Et si je vous parle de ces collections, c'est parce que Jacques Boucher de Perthes a eu, en quelque sorte, l'intuition de l'existence de l'art préhistorique. Mais il n'a pas pu le prouver lui-même. Boucher de Perthes a fouillé donc à Abbeville, puisqu'il était douanier là-bas, en Picardie, région que je connais bien parce que j'ai eu la chance aussi d'y travailler, dès les années 1840. Jacques Boucher de Perthes donc, a publié un mémoire sur les antiquités celtiques et antédiluviennes. Vous voyez que ce mémoire a été publié en 3 phases. Et la première phase est datée de 1847, le premier volume, mais publié en 1849, parce qu'il a eu bien du mal à faire publier ces antiquités celtiques et antédiluviennes, c'est-à-dire antérieures au déluge. Il est un des pionniers de la préhistoire, il essaie de prouver justement l'existence de l'homme préhistorique, en montrant qu'il a découvert des outils préhistoriques dans des couches géologiques anciennes associées à des vestiges osseux, des vestiges de faune, d'animaux préhistoriques disparus. Et donc dans ces mémoires sur les antiquités antédiluviennes, alors celtique, il faut l'entendre au sens très large du terme, on y reviendra. Celtique, cela voulait dire néolithique, de l'âge du bronze, de l'âge du fer, enfin tout ce qui était, disons, antérieur à l'Antiquité, mais postérieur à la préhistoire que Boucher de Perthes essayait dont Boucher de Perthes essayait de prouver l'existence. Alors, il découvre justement, Boucher de Perthes, des bifaces acheléens. C'est une grande culture du paléolithique ancien qui tient son nom du faubourg de Saint-Acheul à Amiens. Lui, au départ, parlait de bifaces abbeviliens, puisqu'il les avait trouvés à Abbeville. Et ces bifaces, donc, il en publie un certain nombre de dessins dans des planches, dans ces antiquités celtiques et antédiluviennes. Alors, vous voyez que les dessins ne sont pas excellents. Ça va parfois un peu jouer de manière négative par rapport à ce que Boucher de Perthes essaie de prouver.
Alors ces bifaces arrivent au musée des Antiquités nationales à l'époque, aujourd'hui musée d'archéologie nationale. C'est Napoléon III lui-même qui convie Boucher de Perthes dans son château de Compiègne et qui lui demande de donner ses collections de préhistoire. C'est pour Boucher de Perthes une reconnaissance officielle, après la reconnaissance qui a été faite par les collègues anglais en 1859, notamment un certain Lyell, géologue anglais, qui va abonder dans le sens de Boucher de Perthes. Donc les bifaces arrivent, ils sont inscrits à l'inventaire. Et là, vous avez le premier biface de Boucher de Perthes qui a été inscrit à l'inventaire dès 1867. Mais ils sont déjà arrivés auparavant et ils sont déjà présentés dans les vitrines du musée. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela ? Eh bien, c'est parce que Boucher de Perthes a aussi trouvé des silex taillés ou des objets en pierre que nous appelons aujourd'hui des pierres figures et que lui appelait des silex à figures d'animaux. Et c'est Philibert Beaune, qui est le premier attaché de conservation au musée des Antiquités nationales, qui lui écrit qu'il s'est occupé donc de présenter dans les vitrines ces bifaces, ces outils, mais qu'il voudrait aussi que Boucher de Perthes lui donne, pour terminer sa collection, un groupe de ces silex à ressemblance d'animaux et autres figures d'objets divers. Il lui dit: vous en possédez un grand nombre, donc vous pouvez bien nous en apporter quelques dizaines. Alors c'est ce que Boucher de Perthes va faire. En général, il envoie les collections par le train. Et Boucher de Perthes va donc envoyer un certain nombre de ces silex taillés ou de ces pierres naturelles, parce que les deux sont possibles, qu'il appelle des pierres à figures d'animaux et que nous appelons aujourd'hui des pierres figures. Alors, effectivement, ce sont soit des pierres tout à fait naturelles, et ce sont les jeux, je dirais, de la géologie, de l'hydrologie, du climat, etc., qui ont modifié ces pierres et qui leur ont donné de drôles de formes, ou bien ce sont des silex qui ont été taillés, et parfois la forme de ces silex évoque des représentations animales, des représentations humaines. Ces figures vont être également inscrites à l'inventaire du musée. Et Boucher de Perthes donne d'ailleurs un certain nombre d'explications avec son envoi. Il envoie un petit courrier dans lequel il explique qu'il envoie 18 paquets de pierres figures, que ces pierres figures montrent des représentations humaines ou des représentations animales, etc., etc. Et surtout, il donne une explication qui est assez intéressante. Il explique que ces silex taillés ont presque tous été trouvés par lui-même parce que les ouvriers de fouille ne les aperçoivent pas. Les ouvriers de fouille ne voient pas dans les silex taillés ou dans les pierres géologiques les formes humaines ou les formes animales que lui voit. Donc il faut qu'il se rende lui-même sur les carrières d'Abbeville, sur les fouilles réalisées par les ouvriers, pour faire cette sélection de ces pierres figures. Alors, je vous en montre quelques-unes de ces pierres pour que vous voyez un petit peu à quoi cela ressemble. Alors, en haut à gauche, vous avez donc un silex taillé, qui est probablement un simple éclat, peut-être un déchet de taille. Et la forme de ce silex taillé a évoqué à Boucher de Perthes un oiseau, un canard probablement, en train de nager. À droite, vous avez une pierre géologique tout à fait naturelle qui est perforée, probablement à cause de l'eau. Et on a vraiment l'impression d'y voir une bouche, un nez et deux yeux. Et donc pour Boucher de Perthes, c'était aussi là une tête humaine. Autres exemples, parfois un peu anachroniques d'ailleurs, puisque là on a un chien couché. Alors on sait maintenant que le chien a été domestiqué au Paléolithique, enfin le loup a été domestiqué au Paléolithique, mais à l'époque on en était loin. Et donc lui voit aussi dans cette pierre un peu naturelle un chien couché, avec donc ici sa tête.
Et puis là, à droite, vous avez aussi peut-être une tête d'ours, c'est encore un silex taillé, avec simplement la rondeur de ses deux oreilles. Alors nous savons aujourd'hui que les pierres naturelles n'ont rien d'anthropique, ne sont pas du tout liées à l'action de l'homme, ce sont juste des jeux de la nature. Et quant aux silex taillés, ils sont bel et bien taillés, mais rien ne nous dit que les hommes du Paléolithique ancien ou du Paléolithique moyen les avaient taillés volontairement pour leur donner une forme ou une autre. Rien ne nous dit le contraire non plus, d'ailleurs, parce que parfois on a vraiment des objets qui évoquent des formes, et peut-être que finalement les tailleurs se sont amusés de ces formes. Alors ces pierres-figures de Boucher de Perthes, qui ont bien été présentées au Musée des Antiquités nationales à son ouverture en 1867, étaient censées donc montrer que l'homme préhistorique, en plus de façonner, de fabriquer des outils, avait aussi réalisé des œuvres d'art, avec beaucoup de guillemets. Cela fait grand tort à Boucher de Perthes, puisque un certain nombre de préhistoriens n'étaient pas d'accord, à raison d'ailleurs, avec lui, et considéraient que ces objets-là n'étaient pas des œuvres d'art. Mais il est intéressant de voir que dès les années 1830-1840, Boucher de Perthes était persuadé que l'homme préhistorique devait être un artiste, et allait vraiment en ce sens. Alors, les vraies découvertes d'art mobilier préhistorique, d'objets d'art paléolithiques, vont avoir lieu à peu près au même moment, dans les années 1830-1840, mais elles vont assez souvent passer inaperçues, parce que ce sont des objets qui sont plutôt de petite dimension, qui sont plutôt discrets, et qui ne représentent pas des animaux préhistoriques dont le caractère préhistorique est évident. Et je vais justement vous raconter l'histoire de ces biches du Chaffaut, qui sont très intéressantes d'un point de vue esthétique, mais qui sont aussi, tout aussi intéressantes d'un point de vue historique. Alors ici, vous avez un petit graphisme qui vous montre une des deux biches. Voilà donc cet os gravé, qui n'est pas très grand, comme je vous le disais. C'est un petit objet, comme bien souvent les objets d'art paléolithiques. Il est long d'à peu près 13 cm. Il date probablement, mais les fouilles sont tellement anciennes, il date probablement du Magdalénien. On ne peut pas préciser davantage, évidemment, donc entre 20 000 ans et 13 000 ans avant aujourd'hui. Et cet os représente donc deux biches, l'une derrière l'autre. La première, celle de gauche, est entière, celle de droite n'est pas entière parce que l'os est fracturé. Et en plus de cela, elle est difficilement visible parce qu'elle est recouverte par de la concrétion, mélange de calcite et de sédiments du site archéologique. Et vous voyez aussi que cet os est fracturé. On a ici une fracture, un collage et un rebouchage. Donc on avait un os qui était presque en deux parties. Alors ces biches donc se suivent l'une l'autre. C'est une frise en quelque sorte, et c'est souvent le cas sur les objets d'art préhistorique, puisque cette composition en frise est parfaitement adaptée à des objets comme celui-là qui présentent un registre horizontal. Vous voyez aussi que, on y reviendra, sous les biches, il y a des signes fusiformes, pisciformes, en forme de fusée, en forme de poisson, qui évoquent peut-être des poissons. On y reviendra puisque cette association cerf-poisson, reine-poisson, biche-poisson, on la retrouve sur d'autres objets de la même époque. Alors, du point de vue du support, donc c'est un os de renne. C'est intéressant aussi parce qu'on est en fait au Magdalénien, à l'âge du renne. Et le renne est vraiment la base économique de ces chasseurs-cueilleurs
qui utilisent toutes les parties du renne pour leur consommation, la nourriture, mais aussi la peau pour les vêtements, pour les couvertures d'habitation, les dents pour la parure, les os, les bois pour l'outillage, l'armement et aussi pour l'art. Et justement, c'est ici un os de renne qui a été gravé, donc un métatarse droit. On disait autrefois os canon droit, c'est-à-dire un os droit de la patte arrière du renne. Dont justement l'aspect extrêmement droit, lisse, permet la gravure. Alors la gravure, elle est effectuée avec le burin, l'outil de silex taillé, et les détails vont être gravés également à la pointe du burin. Alors vous voyez que cet os a été restauré. À gauche, vous avez l'état originel. Et donc, il y avait effectivement une fracture et un collage, mais il restait un vide assez important. Et la restauration a permis donc de combler ce vide, c'est ce que l'on appelle un comblement, ce qui permet d'augmenter la solidité de la pièce, qui est effectivement extrêmement fragile. Et ça permet aussi, on le voit assez nettement quand on passe de la gauche à la droite, ça permet aussi d'améliorer la visibilité, la lisibilité, la lecture de la pièce. Alors ces biches du Chaffaut, comme je vous le disais, se suivent. Il s'agit peut-être d'une scène de préaccouplement. Le mâle aurait peut-être perdu ses bois. C'est en tout cas une hypothèse qui a été émise. Ou bien ce sont tout simplement deux biches, deux femelles, qui se suivent. Vous voyez que l'on a de nombreux détails gravés, notamment les oreilles, les yeux, on a même le larmier, les naseaux, la bouche. Et puis, on a aussi le pelage qui est figuré par des traits extrêmement fins, comme ici ou là sur le museau, et puis là aussi sur tout le corps de la première biche. En revanche, les traits qui sont plus épais et plus arrondis en quelque sorte figureraient peut-être des taches et non pas des poils du pelage de ces biches. Et voici un détail donc de la première biche et de ce pelage vraiment gravé extrêmement finement à la pointe du burin. Les gravures les plus fines d'ailleurs se situent même autour de l'œil. Vous voyez ici, on a aussi des traits extrêmement fins pour figurer le pelage. Alors, peut-être que justement, ces biches étaient, entre guillemets, trop belles, trop précises, trop détaillées pour être considérées comme préhistoriques à l'époque. Et donc, on les a considérées plutôt comme celtiques. On y reviendra. Alors, je vous disais que ce thème des cerfs et des poissons, des biches et des poissons, on le connaissait sur d'autres objets. Et vous avez ici un objet qui appartient à la collection Piette, qui est conservé dans la salle Piette au Musée d'archéologie nationale. C'est un bâton de bois de cervidé, de bois de cerf gravé. La gravure est complètement enroulée autour du bâton, ce qui est d'ailleurs assez prodigieux d'un point de vue technique et stylistique. Et il a été réalisé ce que l'on appelle un déroulé, c'est-à-dire qu'on va mouler l'objet et qu'on va ensuite dérouler le moulage. Et vous voyez qu'apparaissent ce que l'on voit sur le bâton, apparaissent, je vais revenir en arrière, apparaissent ici donc les bois, mais aussi au-dessus des bois les pattes des cervidés et puis quelques poissons de ci, de là. Et on va, avec le déroulé, comprendre qu'il s'agit bien de cervidés dont on a les bois. Donc le corps et la tête se trouvent de l'autre côté du bâton. Et puis, vous avez les pattes des cervidés.
Et entre les pattes, vous avez ici des salmonidés, des saumons très probablement, qui remontent le cours de la rivière en sautant dans l'eau, en sautant même hors de l'eau. C'est une association que l'on retrouve sur un certain nombre de pièces, sur un certain nombre d'objets d'art mobilier paléolithiques, ce qui nous fait dire que peut-être ces signes pisciformes sur les biches du Chaffaut seraient bien des poissons et évoqueraient donc, comme ici, une traversée d'une rivière peut-être à gué, avec donc ces cerfs ou ces biches qui passent entre les poissons, dans l'eau en tout cas poissonneuse. Les signes sont aussi présents très souvent dans cet art mobilier sur ces objets d'art préhistoriques, et vous avez ici quelques losanges pointés qui sont des représentations totalement abstraites dont le sens nous échappe. Alors, cet os gravé du Chaffaut a été découvert donc dans une des grottes, la grotte du Puy. Ce sont des grottes qui se trouvent donc au-dessus de la Charente, entre Civray et Charroux, et qui ouvrent au sud. Donc, cela présente pas mal d'avantages pour les populations paléolithiques, proximité de l'eau, proximité de biotopes différents pour la chasse, et puis un ensoleillement bienvenu, puisque je rappelle quand même qu'on est en pleine période glaciaire au Magdalénien. Et voilà la coupe de la fameuse grotte du Puy, du Chaffaut, qui a donc été découverte très anciennement et qui a été fouillée tout aussi anciennement. Et vous voyez que là, la publication elle-même est passablement ancienne, puisque c'est une publication qui date des années 1860. Alors, ces biches ont une histoire tout à fait étonnante, puisqu'elles ont été découvertes, alors peut-être en 1834, dès 1834, mais en tout cas entre 1834 et 1845, donc très tôt, avant même que l'artiste préhistorique et même que l'homme préhistorique ait été accepté par la communauté scientifique, que l'existence de l'artiste préhistorique et de l'homme préhistorique ait été acceptée par la communauté scientifique, puisque je rappelle que la naissance officielle de la préhistoire, c'est 1859, donc là, on est bien avant. Et ces biches, donc, elles ont été mises au jour par un notaire, André Brouillet, et par un architecte qui était aussi inspecteur des monuments historiques. Et c'est cet architecte inspecteur des monuments historiques qui a fait un premier rapport, une sorte de rapport de fouille, qu'il a envoyé à son inspecteur général, un certain Prosper Mérimée. Mais dans ce premier rapport de fouille, en 1848, il ne mentionne absolument pas la découverte de cet objet gravé. La première allusion à des os gravés provenant de la grotte du Chaffaut, on la trouve dans un courrier de Prosper Mérimée à Charles Joly-le-Terme, qui lui demande ses notes sur ces découvertes considérées comme celtiques, donc peut-être de l'âge du fer, de l'âge du bronze ou du néolithique. On ne remonte pas plus haut que 5000 ans ou 6000 ans. Qui écrit une toute petite phrase, très sibylline. « Ces os gravés me semblent très curieux ». Et effectivement, Prosper Mérimée va recevoir les notes de Joly-le-Terme et va aussi regarder lui-même cet os gravé de biche et en faire un premier relevé, un premier calque. Alors, il dit lui-même, dans sa communication à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, que cet os gravé ne peut pas être considéré comme celtique, parce qu'il n'y a pas un morceau de métal dans les couches archéologiques dans lesquelles cet os a été découvert. Donc pour lui, il est beaucoup plus ancien. Et puis, il va donc faire ce premier relevé de cette gravure, et il écrit lui-même qu'il envoie un dessin qu'il a fait aussi exact que possible,
qu'on peut tenir ce dessin pour exact, il insiste, parce que c'est un calque. Alors, le dessin n'est pas si exact que cela en réalité, mais il est tout de même très proche. Alors voilà donc le calque que Prosper Mérimée a réalisé, et l'on peut sans doute considérer que c'est finalement le premier relevé d'un objet d'art paléolithique qui a été effectué. Alors ce calque, il va l'envoyer notamment à Jens Jacob Asmussen Vorsae, qui est le directeur du musée de Copenhague, et qui va en parler également au Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistorique à Copenhague en 1869. Mais il n'est pas le premier à le publier, puisque Édouard Lartet, autre pionnier de la préhistoire, l'a déjà publié en 1861 dans les annales d'histoire naturelle. L'a déjà vu aussi et l'a déjà considéré comme un objet d'art préhistorique. Alors, pour juger de la fidélité du relevé, du calque qui a été réalisé par Prosper Mérimée, je vous montre donc à peu près à la même échelle l'os gravé et le calque de Mérimée. Vous voyez que c'est assez précis, finalement, pour un premier relevé d'un objet d'art préhistorique. Donc pour Prosper Mérimée, maintenant on en est certain, on a bien un objet qui est bien antérieur aux époques dites celtiques. Mais il est tout de même entré au musée de Cluny, qui conservait les objets antiques et un peu plus anciens, sous l'appellation série d'objets celtiques, trouvés dans le département de Maine-et-Loire. Alors ça c'est intéressant parce que comme je lis le terme, l'architecte était architecte à Saumur, mais s'occupait aussi de plusieurs régions. Il y a eu une erreur sur la provenance de l'objet, qui vient bien de la Vienne, du Poitou-Charentes. Il y a aussi une erreur sur le matériau. On parle d'un manche en corne, alors que c'est un os de renne. Et puis, par contre, on commence à dire que c'est un sujet gravé de la plus haute antiquité, mais on le considère toujours comme celtique. Cet objet a été en quelque sorte un peu oublié, comme ça arrive bien souvent dans les musées. Et là, je ne jette pas la pierre au musée de Cluny, ça nous est arrivé aussi au musée de Saint-Germain. Il a ensuite été redécouvert et déposé par le musée de Cluny au musée de Saint-Germain, mais sous la même appellation. Et il a été inscrit à l'inventaire du musée des Antiquités nationales sous la même appellation, série d'objets celtiques provenant de Maine-et-Loire, etc., etc. Alors c'est le conservateur du musée des Antiquités nationales de l'époque, Alexandre Bertrand, qui a redécouvert cet objet, qui a corrigé un certain nombre d'erreurs dans les inventaires et qui a publié donc cet objet dans les comptes rendus des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, en expliquant tout le parcours de cet objet et toutes les erreurs dont cet objet avait été victime en quelque sorte. Alors on voit d'ailleurs, pour ce qui est de l'inscription à l'inventaire, qu'il y a énormément de ratures, de rajouts, de points d'interrogation, etc., que les choses ne sont pas claires. Maine-et-Loire, Poitiers, point d'interrogation, manche en corne, remplacé par portant deux vaches, d'ailleurs là on parle de vaches en plus, et pas de biches, remplacé par reine femelle, etc., etc. Donc on a énormément réécrit sur l'inventaire du musée de Saint-Germain. Alors il faut savoir donc que cette histoire est parallèle à la découverte de deux autres objets, de la découverte tout aussi ancienne de deux autres objets, puisque dès les années 1830 avait été également découvert un bâton percé gravé d'un animal indéterminé, ce qui n'avait sans doute pas aidé à son identification comme préhistorique, en Haute-Savoie.
Et un autre objet, une palme de bois de renne gravée d'un cheval, mais pas très réaliste, pas très naturaliste non plus, avait été découverte dans le Puy-de-Dôme. Donc, d'autres objets d'art préhistorique avaient été découverts aussi anciennement, mais ces objets n'avaient pas non plus été immédiatement considérés, reconnus comme préhistoriques. Alors, c'est avec Édouard Lartet que la reconnaissance de l'art préhistorique va s'effectuer, pas à sa première découverte, puisque sa première découverte, ça a été l'ours de Massat. Lui, il l'a bien considéré comme préhistorique, hein, mais ça a été assez difficile de faire la preuve du caractère préhistorique de cet objet, parce que cet ours n'est pas un ours des cavernes, c'est un ours brun, c'est-à-dire un ours récent, pas exclusivement paléolithique. Et donc cet objet-là n'a pas pu faire la preuve de l'existence de l'art préhistorique. Il a été découvert en 1860 pourtant. C'est la découverte de 1864 d'un objet que vous connaissez bien, puisque c'est un objet du Muséum national d'histoire naturelle. C'est la découverte du mammouth sur ivoire de mammouth, hein, c'est la preuve par 2 mammouths. Donc un objet sur un matériau forcément préhistorique qui représente un animal qui est forcément préhistorique. C'est cet objet-là qui va faire la preuve de l'existence de l'art préhistorique. Et cet objet va être extrêmement connu et va être moulé et diffusé dans tous les musées et présenté aux expositions universelles et va vraiment faire la preuve de l'existence de l'art paléolithique. Ensuite, les découvertes de Lartet et de son mécène Henri Christie vont se multiplier dans les années 1860, dans les cavernes du Périgord, à l'abri de la Madeleine, à Tursac, à l'abri de Logeribasse, aux Hésies de Taillac. Et ces découvertes vont être publiées post-mortem, aussi bien pour Henri Christie que pour Édouard Lartet, en tout cas sur la fin de la publication. En anglais, puisque Henri Christie était un mécène anglais. Et vous avez ici de très belles planches hein, de ces objets. Alors, quelques objets d'Édouard Lartet donc, sont entrés ici au Muséum d'histoire naturelle. D'autres sont entrés au Musée des Antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye. Et une partie de la collection, celle qui revenait en quelque sorte à Henri Christie, elle, est entrée au British Museum à Londres, où on peut les voir aujourd'hui. Alors, je vous montre ici quelques objets entrés au Musée d'archéologie nationale, comme ici donc, ce bâton percé figurant un renne, donc c'est du bois de renne et un renne, donc là aussi le caractère préhistorique est assez évident. Là, c'est aussi un bâton percé sur bois de renne qui représente une file de chevaux. Alors, certains de ces objets que vous voyez maintenant, vous pouvez les voir dans l'exposition actuelle. Un objet beaucoup plus ancien, parce que là, je vous montrais essentiellement des objets magdaléniens entre 20 000 ans et 13 000 ans. Là, c'est un objet aurignacien, donc entre 44 000 ans et 34 000 ans avant nous, qui a aussi été découvert par Lartet en Dordogne, et qui est beaucoup plus simple. Hein, il est simplement gravé de traits et de points. Là, toujours à la Madeleine, ce sont des poissons qui ont été gravés sur une baguette demi-ronde, hein, qui est une armature pour une sagaie pour la chasse. Toujours à la Madeleine, vous avez ici une fleur, ce qui est très rare dans l'art préhistorique, et là, une sorte de renard, à moins que ce ne soit une peau de renard, qui est aussi un thème extrêmement rare dans l'art paléolithique. Et à Logeribasse, donc, vous avez cette baguette sculptée qui montre un bouquetin bondissant,
Tous ces objets donc, ont été découverts dès les années 1860 par Édouard Lartet et Henri Christie dans les cavernes du Périgord. À la même époque, un autre préhistorien fouillait également dans les grottes de Dordogne, un préhistorien que vous connaissez sans doute très bien aussi, puisque les collections sont au muséum, au musée de l'Homme. C'est le marquis Paul de Vibray, dont les collections ont été publiées récemment par Patrick Paillet. Alors, je reprends ici quelques clichés de la publication de Patrick pour vous rappeler ce que sont ces objets. Ici, on a justement un mammouth avec sa tête ici et puis sa trompe là. Là, un bâton percé représentant probablement un oiseau, un thème qu'on va retrouver sur les bâtons percés à maintes et maintes reprises dans des sites du Périgord et dans des sites des Pyrénées. Là, des orocous des chevaux, c'est l'épaisseur de la tête qui fait penser que ce serait peut-être plus un boviné qu'un cheval. Donc, la collection Paul de Vibray a aussi été constituée dès les années 1860 en Dordogne. Et d'autres acteurs, notamment Masséna, qui va ensuite travailler un petit peu plus tard avec Giraud, vont aussi fouiller dès les années 1860-1870 en Périgord, à Laugerie basse, puis à Laugerie haute, aux Aisies de Taillac. Et là, on a aussi une très belle publication ancienne avec de très belles planches. Et vous allez reconnaître assez vite donc, le beau bâton percé aux 2 bisons qui se trouve au musée d'archéologie nationale. Là aussi, c'est une collection qui va entrer très tôt au musée. Voilà donc les 2 bisons. Un plus grand que l'autre, peut-être un mâle et une femelle. Ici, c'est peut-être un ourson assis qui a été découvert donc à Laugerie basse, sculpté en ronde bosse dans du bois de renne. Là, une tête d'animal, peut-être d'ours du fait de ses oreilles un peu rondes, mais c'est assez difficile à dire. Donc des collections, Giraud et Masséna, qui ont aussi été découvertes très anciennement, dès les années 1860, et qui sont aussi entrées très tôt au musée d'archéologie nationale. Alors toutes ces séries, Lartet, Giraud, Masséna, en tout cas pour le musée d'archéologie nationale, vont être présentées à l'ouverture du musée, dans la salle 1, ou peu après l'ouverture du musée, dans cette salle 1, salle des époques antéhistoriques, qui va être mise en œuvre d'abord par Philibert Beaune, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a fait venir les collections Boucher de Perthes, et puis ensuite par Gabriel de Mortillet, qui va succéder à Philibert Beaune et qui va devenir un des préhistoriens les plus importants de son temps, et qui va, à la suite d'Édouard Lartet, monter la chronologie en fait, de l'époque du Paléolithique. Alors, la salle de préhistoire ancienne se trouvait dans la salle actuelle où se trouve aujourd'hui la mosaïque gallo-romaine de Saint-Romain-en-Galles. Donc, c'était une très grande salle au 2e niveau du château. On en a quelques dessins, quelques gravures qui ont été publiées dans des journaux illustrés à l'inauguration du musée en 1867. Là, c'est un petit peu postérieur, c'est 1868. On reconnaît d'ailleurs le crâne de Mégacéros qui accueille toujours le grand cerf d'Irlande, qui accueille toujours le public aujourd'hui. Et ici, vous avez une photographie de cette même salle. Et sur la cheminée, vous avez les bustes donc, de Jacques Boucher de Perthes et d'Édouard Lartet, donc les premières collections qui sont entrées au musée. Vous voyez une salle donc, avec des vitrines anciennes, en chêne. Les objets sont très nombreux, très serrés sur du tissu de feutrine rouge, avec vraiment un style très Napoléon III. Alors c'est donc ce fameux Gabriel de Mortillet, qui va devenir un des grands préhistoriens de l'époque, qui met tout cela en œuvre. Et Gabriel de Mortillet est confronté parfois à une difficulté. D'abord, il y a la question de la chronologie.
Donc il va organiser la salle en consacrant une première partie plutôt à la collection Boucher de Perthes, aux périodes très anciennes, les bifaces, il y a 500 000 ans, et une deuxième partie donc plutôt à l'époque des cavernes du Périgord, essentiellement le Magdalénien, donc là on est plutôt aux alentours de 20 000 ans, 15 000 ans. Et il va monter sa chronologie en classant lui-même les collections du musée. Et il va publier sa chronologie et publier aussi un guide du musée et publier également une sorte de musée de papier. Cette publication qu'il intitule le musée préhistorique, dans laquelle on va retrouver justement des planches figurant ces premiers objets d'art mobilier préhistoriques connus. Et ces objets donc, illustrent la période magdalénienne de Gabriel Le Mortillet, l'âge du renne d'Édouard Lartet, puisqu'on passe d'une chronologie plutôt fondée sur la paléontologie à une chronologie plutôt fondée sur les objets, les outils préhistoriques, notamment les outils en silex taillé. Et Gabriel de Mortillet est responsable des acquisitions des collections préhistoriques du Musée des Antiquités nationales. Et il se trouve confronté à une difficulté, la question des faux mammouths. Les ouvriers de fouilles sont souvent payés à la pièce. Et quand ils ne découvrent pas de pièces, il leur prend l'idée de les fabriquer eux-mêmes. Alors, Boucher de Perthes a été pas mal victime de cela, mais d'autres préhistoriens également. Et ici, je vous montre une petite planche d'un objet qui se trouve dans les collections du Musée d'archéologie nationale, qui est entré sous l'appellation suspect faux, avec une petite histoire intéressante. Ce serait donc Édouard Lartet et Henri Christie qui auraient expliqué qu'on ne pouvait pas les duper. Et leur hôtelier, à l'auberge où ils résidaient en Dordogne, leur aurait ramené dans un seau tout un tas d'objets, plein de terre, etc. Et ils auraient découvert donc dans les déblais du seau cet os gravé de chaque côté d'un mammouth. Et là, l'aubergiste leur aurait dit, vous voyez, cet objet-là, c'est moi qui viens de le fabriquer. Donc je vous ai bien dupé, je vous ai bien berné. Donc il est bien possible de fabriquer de faux objets préhistoriques qui vont vraiment passer pour des objets préhistoriques. Donc il faut effectivement se méfier. Un autre objet provenant du sud de la France pose aussi question. Alors le mammouth se trouve ici, donc vous avez sa tête, sa trompe et ses défenses. Et ce serait peut-être la copie du fameux mammouth qui se trouve dans les collections du Muséum national d'histoire naturelle. Mais le mammouth du Muséum national d'histoire naturelle a été publié à l'envers, inversé gauche-droite, et on a copié à partir de la planche inversée gauche-droite. Et donc on a ici un mammouth gravé inversé gauche-droite sur ce bois de renne. Mais à part cette inversion, le mammouth est vraiment quasiment la copie conforme de celui de la Madeleine. Et donc on a quelques doutes sur son authenticité, mais il se peut aussi que ce soit un mammouth du même style qui a été gravé sur ce bois de renne. C'est un objet qui a aussi une histoire passablement compliquée. Alors d'autres collections ont été découvertes anciennement. La collection Julien, dans les grottes des Balsirossi, à Grimaldi. Les statuettes féminines ont été découvertes très anciennement, dès les années 1860, mais comme Julien avait peur que ces statuettes ne soient pas reconnues comme préhistoriques, il n'en a pas parlé pendant très longtemps. Il les a en quelque sorte cachées, et elles ont émergé à la fin du XIXe siècle, quand cette statuette a été achetée par Salomon Reynac, conservateur du Musée d'archéologie nationale. Et Salomon Reynac s'est d'ailleurs fait quelque peu houspiller par Gabriel de Mortillet, qui ne croyait pas que cette statuette féminine était préhistorique. Et pourquoi Gabriel de Mortillet ne voulait pas croire que cette statuette était préhistorique ? Eh bien parce que cette statuette était reliée au culte de la fécondité, c'est-à-dire à un sentiment religieux. Et Gabriel de Mortillet, qui était anticlérical, refusait que les hommes du Paléolithique puissent avoir des sentiments religieux.
Donc l'idéologie, la politique, etc. entrent aussi en ligne de compte dans la reconnaissance ou pas du caractère préhistorique de certains objets. Même chose pour la collection Rivière, Émile Rivière, qui a également fouillé dans les grottes des Balsirossi à Grimaldi, puis est venu en Dordogne dans les années 1880, qui va aussi mettre au jour des objets préhistoriques. Alors, cet objet-là, cette spatule gravée d'un poisson, qui servait peut-être à écailler le poisson d'ailleurs, n'a pas posé trop de questions, mais cet objet a été acquis assez tard par rapport à sa découverte. En revanche, la lampe gravée de la Moute, qui est une lampe à graisse pour s'éclairer, pour entrer dans la grotte, a posé beaucoup de questions parce que cette lampe à graisse prouvait que les hommes préhistoriques entraient bien dans les grottes et donc pouvaient potentiellement prouver que les hommes préhistoriques pouvaient aller graver ou peindre dans les grottes puisqu'ils avaient de l'éclairage. Et à cette époque-là, on a déjà découvert un certain nombre de grottes ornées. Je ne vais pas avoir le temps de parler de la découverte de l'art pariétal, mais la découverte de l'art pariétal se fait aussi dès les années 1870 pour les plus anciennes grottes. Je pense notamment à Altamira en 1879. Et il faudra attendre le début du XXe siècle et la découverte de la grotte des Combarelles en Dordogne, de la grotte gravée, de la grotte de Fond-de-Gaume, toujours en Dordogne, la grotte peinte, et le mea culpa d'Émile Cartaillac, qui reconnaît qu'il a eu tort et que l'art pariétal existe bien, pour enfin reconnaître officiellement l'existence de cet art pariétal. Et Émile Rivière, à partir de cette lampe dont il avait fait un petit relevé, qui nous montre bien ce beau bouquetin gravé sous la lampe, comparait justement ce bouquetin aux gravures qu'il avait découvertes dans cette même grotte de la Moute sur les parois. Mais il n'a pas été entendu, il s'est vraiment heurté à un refus de la reconnaissance de cet art pariétal, de cet art des parois des grottes. Alors une autre collection va évidemment faire entrer l'art préhistorique de manière assez magistrale dans le domaine de la préhistoire. C'est la collection d'Édouard Piette, qui va fouiller donc dans 5 grottes pyrénéennes des années 1870 aux années 1890, Gourdan, Lortet, la grotte d'Espalingue à Rudy dans les années 70, l'immense grotte du Mas d'Asile qui va lui donner la moitié de sa collection en termes de volume dans les années 1880, et la grotte du Pape à Brassampouille dans les années 1890. Et Piette va ensuite donner la collection au Musée des Antiquités nationales, avec un certain nombre de clauses, notamment une demande d'aide pour la publication de ce superbe album sur l'art pendant l'âge du renne, qui sera publié à titre posthume, puisque Piette décède en 1906, et que cet album sort en 1907. Vous voyez que les planches sont absolument magnifiques. Et Piette va donner donc sa collection avec un certain nombre de conditions, donc une subvention pour sa publication, que sa collection soit présentée selon sa classification, que tous les objets d'art soient exposés, que son portrait éventuellement soit placé dans la salle et que son nom soit donné à la salle. Alors, ces conditions vont être respectées, et vous avez ici donc quelques clichés de la salle Piette dans les années 1960, une fois qu'elle a été terminée, puisqu'elle a connu un certain nombre de périples, de vicissitudes. Elle a été démontée pendant la Première Guerre mondiale, remontée, puis redémontée pendant la Seconde Guerre mondiale, puis remontée à nouveau. Et elle a été terminée dans les années 1960 avec l'aide d'un disciple de Piette, un certain abbé Breuil. Alors, voilà à quoi ressemble la salle aujourd'hui, puisqu'elle a été restaurée dans les années 2000 avec de la couleur, c'est un petit peu plus style empire. Vous voyez qu'on a repris donc cette couleur rouge du tissu dans les vitrines. Au-dessus de la cheminée, vous avez bien le nom de Piette, et à côté, vous avez bien son portrait. Et, tous les objets d'art insignes sont présentés dans la salle. Alors, je vous en montre quelques-uns.
comme ici, ce propulseur à tête humaine un peu animalisé qui vient de Gourdan. Là, c'est un superbe serpent avec ici sa tête et sa langue bifide qui est entouré de cygnes sur cet objet en forme d'ellipse, de l'orteil. Là, c'est une tête de renard qui vient de la grotte d'Espalingue à Arudi. Donc, ce sont des objets essentiellement magdaléniens, aux alentours de 20 000, 13 000 ans. Très bel objet ici, vous avez donc une tête de cheval, de jeune cheval de poulain, une tête de cheval adulte et une tête de cheval mort, décharné, desséché, momifié. Donc ce sont les 3 âges de la vie. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'interprète aujourd'hui. Et il y a des chances que c'était effectivement le sens qui avait été donné à cet objet. Et puis, vous avez une Joconde, la Vénus de l'Espugue, et nous en avons une autre. C'est la dame de Brassempouille, la dame à la capuche, cette petite tête sculptée dans de l'ivoire de mammouth, comme la Vénus de l'Espugue. Alors Piette est allé un peu plus loin dans la connaissance de l'art mobilier puisqu'il a été le premier à essayer de donner une classification des temps préhistoriques, notamment à partir de l'art. Donc il a continué avec la faune comme l'artet, avec l'industrie lithique, les outils de silex taillé comme mortillet, mais il a ajouté une 3e colonne en quelque sorte, la colonne de l'art. Et pour lui, il y a une sorte d'évolution. On part de la sculpture en ronde-bosse, en 3 dimensions. Ensuite, on va aplatir en quelque sorte, on va passer des 3 dimensions aux 2 dimensions avec le relief, et puis vraiment aux 2 dimensions pleines avec la gravure. Pour lui, il était, lui semblait-il, plus facile de représenter d'abord des animaux en ronde-bosse en 3 dimensions, c'était plus ressemblant et plus facile, et ensuite on passait progressivement des 3 dimensions aux 2, de la sculpture en ronde-bosse à la gravure. Alors, pourquoi pensait-il cela? Notamment parce qu'il avait trouvé pas mal de sculptures dans la grotte du Pape à Brassempouille et que cette grotte du Pape lui semblait plus ancienne que les autres. Et il avait raison, puisque la grotte du Pape, elle était plutôt aurignacienne, gravettienne, donc on est aux alentours de 40 000 ans, 20 000 ans, alors que toutes les autres grottes qu'il a fouillées ont livré plutôt du mobilier magdalénien, donc après 20 000 ans. Donc c'était aussi pour lui une façon de comprendre la chronologie des grottes qu'il avait fouillées. On sait maintenant effectivement qu'on a de la gravure, du relief et de la sculpture dès les débuts et jusqu'à la fin. Mais c'était intéressant de voir que finalement Piette s'est lancé le premier, en tout cas un des premiers, dans cette chronologie de l'art mobilier. Alors pour finir, comment est-ce que cet art préhistorique a été reçu par le public une fois qu'il avait été admis par la communauté scientifique? On voit de l'art préhistorique très tôt dans ce premier ouvrage de vulgarisation de la préhistoire pour les enfants et les adolescents. C'est L'homme primitif de Louis Figuier avec des gravures d'Émile Bayard. Alors, ça, c'est la première édition qui date de 1870. Et vous voyez que ces hommes préhistoriques ressemblent pas mal à des statues gréco-romaines. Les préhistoriens ont donc signifié à Louis Figuier que ces hommes préhistoriques n'avaient pas l'air très préhistoriques et qu'il fallait qu'il fasse modifier par Émile Bayard ces gravures. Alors, c'est très drôle parce que ces gravures-là, elles vont migrer vers l'âge du bronze, vers les âges des métaux. Et il va remplacer donc cette gravure par une autre. Mais on voit tout de même que l'on grave pas mal de reines pour cet âge de reine, ou que l'on sculpte pas mal de reines. Vous avez ici une sculpture en 3 dimensions d'un renne. Alors c'est un peu grand comme sculpture, là, même chose, c'est un peu grand comme plaquette. Là, on grave aussi un renne. Là, c'est un petit peu plus difficile à voir, mais on est vraiment en plein âge du renne. Ce qui est amusant aussi, c'est de voir cette légende, les précurseurs de Raphaël et de Michel-Ange. On essaie de faire entrer l'histoire de l'art préhistorique dans la grande histoire de l'art classique avec quelques grands écarts.
Et voilà donc la deuxième version de la gravure. Nos hommes préhistoriques se sont maintenant nettement inspirés de l'ethnographie, de l'ethnologie, des populations dites malheureusement primitives. D'ailleurs, les populations préhistoriques et les populations étrangères autochtones sont toutes dites primitives et mises en relation. Et là, donc, ce sont des personnages qui ressemblent à des Inuits. Mais on retrouve les mêmes représentations, et notamment ici, ce fameux renne sculpté en 3 dimensions. Les expositions universelles vont également donner à voir l'homme de Néandertal comme un homme qui taille du silex, etc. Et puis l'homme de Cro-Magnon comme un homme qui façonne les premières œuvres d'art. Et c'est le cas ici avec ces 2 tableaux à l'exposition universelle de 1889. Et l'on va voir aussi fleurir dans l'art du XIXe siècle, mais ça pourrait être l'objet d'une autre conférence, dans la sculpture et dans la peinture, des représentations d'hommes préhistoriques et aussi, bien sûr, des représentations d'artistes préhistoriques. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette belle conférence. Je vous en prie. Pas seulement d'ailleurs sur les biches du Chaffaut, mais que vous avez très bien tracé tout un panorama de l'histoire des découvertes au 19e et au 20e siècle. Très ancienne. Donc ça va certainement susciter des questions de l'auditoire. Merci pour cette conférence très intéressante. Les méthodes de datation carbone 14 ou équivalentes ont-elles contribué à bouleverser les premiers classements ou les premières méthodologies de classement ? Alors la question des méthodes de datation est une question toujours un peu épineuse pour l'art préhistorique, puisque là c'est le conservateur qui parle avant le chercheur. En tant que conservateur, on hésite quand même à autoriser à faire des trous dans les œuvres d'art préhistoriques elles-mêmes. Donc, on autorise en général des prélèvements sur des objets qui se trouvent dans les mêmes couches archéologiques que les objets d'art préhistoriques. Alors, ça peut être des vestiges fauniques ou ça peut être aussi des fragments d'objets, je pense notamment à des pointes de sagaies bien caractéristiques de telle ou telle période, retrouvés dans les mêmes couches archéologiques que les objets d'art. Donc, déjà, première chose, on date rarement les objets d'art eux-mêmes directement. Seconde chose, oui, effectivement, on a parfois eu des surprises en termes de datation, et on en aura sans doute encore. Il y a certains sites qui possèdent des stratigraphies, des stratifications extrêmement complexes. Je pense notamment à la grotte d'Isturitz en Pays Basque, où on a des niveaux depuis le paléolithique moyen, le moustérien avec les néandertaliens jusqu'à la fin du paléolithique récent, jusqu'au paléolithique final. Effectivement, il y a eu pas mal de campagnes de datation carbone 14 qui ont été réalisées pour mieux dater les couches et, de ce fait, mieux dater les objets d'art qui en provenaient. Oui, c'était un petit peu ma question. Je voulais savoir s'il y en avait dans d'autres pays d'Europe. Mais je pense à quelque chose, peut-être un peu idiot. On a beaucoup de grottes en Espagne. On n'en a pas en Italie, par exemple, ou c'est parce que ça a été... ou en Allemagne, enfin bon. Alors là, je nous ai montré vraiment que les toutes premières découvertes qui ont été réalisées en grande partie en France, en Périgord, mais aussi dans les Pyrénées, et puis en Poitou-Charentes. Les biches du Chaffaut, c'est le Poitou-Charentes. Il y a eu aussi, bien sûr, des découvertes anciennes en Espagne, en Belgique, en Suisse, en Italie, etc. Mais vraiment, les toutes premières se situent quand même plutôt sur le territoire français. Plutôt, mais pas seulement. Et pour ce qui est du panorama actuellement connu de cet art mobilier paléolithique, effectivement, maintenant, on connaît de l'art paléolithique depuis les Pyrénées jusqu'à la Sibérie, y compris pour des périodes anciennes. Je pense notamment aux statuettes féminines, qu'on appelle malencontreusement Vénus, qui datent d'à peu près 30 000 ans et qu'on va trouver effectivement sur tout le territoire européen jusqu'en
Sibérie. Autre question. Merci pour cette belle conférence. Merci. Alors, j'avais parlé en béotien. Je voudrais savoir si, au jour d'aujourd'hui, et je crois que oui, on peut se passer du carbone 14 avec, par exemple, le cyclotron qu'on peut retrouver du côté de Valence et dans d'autres pays. On donne une dent qui peut avoir 100 000 ans, 200 000 ans, et on vous dit exactement qu'à peu près peut-être à 50 ans près ou à 100 ans près, l'âge de l'artefact qu'on donne au laboratoire. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour ce qui est des méthodes de datation, de toute façon, le carbone 14 ne remonte pas au-delà de 50 000 ans. Donc, pour l'art mobilier paléolithique de l'Europe de l'Ouest, on va dire, c'est une bonne fourchette, puisque c'est effectivement la fourchette de l'art mobilier paléolithique tel qu'il est connu aujourd'hui. Mais au-delà de ces 50 000 ans, il faut effectivement faire appel à d'autres méthodes de datation qui sont appliquées aussi bien sur des objets d'art que sur les parois des grottes. Ce sont toutes les grandes discussions qu'il y a en ce moment sur les peintures pariétales espagnoles qui pourraient être néandertaliennes. Mais il y a pas mal de discussions en ce moment sur ces méthodes de datation et sur la façon dont les datations sont réalisées. D'accord. Merci. Excusez-moi, je vais me permettre une deuxième question. Quand on parle d'histoire de l'art, donc je sais pas, je dirais, il y a les impressionnistes, il y a plein de mouvements d'expression différents. Est-ce qu'on trouve la même chose au niveau de l'art préhistorique? C'est-à-dire qu'il y a le magdalénien, enfin, pour moi, c'est des noms un petit peu barbares. Il ne me semble pas retrouver une histoire de l'art préhistorique avec des évolutions, des modes de représentation. Ça existe? Oui. Alors, je vous ai montré ici vraiment les premières découvertes qui sont essentiellement magdaléniennes, donc entre 20 000 ans et 13 000 ans. Mais cet art paléolithique, en fait, occupe une période très longue, puisqu'on est sur plus de 30 millénaires, entre 40 000 ans et 10 000 ans, en tout cas pour l'Europe occidentale. Maintenant, on a aussi des découvertes plus anciennes sur parfois d'autres continents. Donc déjà, la période chronologique est très longue. On a effectivement différentes périodes. Donc, se succèdent dans notre chronologie d'Europe de l'Ouest l'Aurignacien, le Gravettien, le Solutréen et le Magdalénien, qui sont des noms effectivement un peu complexes, puisqu'ils viennent toujours des sites dans lesquels ces périodes, ces cultures ont été reconnues. Donc, l'Aurignacien, c'est la grotte d'Aurignac en Haute-Garonne. La Gravette, c'est le site de la Gravette en Dordogne. Solutré, il est connu par ailleurs, c'est le fameux site de Saône-et-Loire. Et le Magdalénien, c'est l'abri de la Madeleine en Dordogne. Donc déjà, il y a effectivement une évolution chronologique, mais qui n'est pas une évolution du plus simple au plus complexe, puisque depuis la découverte de grottes comme celle de Chauvet ou de Cosquer, on sait qu'on maîtrise, et puis je pense aussi aux très belles statuettes aurignaciennes du Jura-Souabe en Allemagne, qui sont des statuettes en ronde bosse en ivoire de mammouth magnifiques. On sait que dès l'Aurignacien, dès 35 000 ans, 30 000 ans, on maîtrise parfaitement et l'art des objets et l'art des parois des grottes. Mais il y a tout de même des évolutions stylistiques. Et puis, il y a aussi des régions. Alors, pour la période qu'on connaît le mieux, le magdalénien, donc entre 20 000 ans et 13 000 ans, là, on sait qu'on a différentes régions, des grottes qui donnent la place à une espèce animale plutôt qu'une autre, et des régions qui donnent aussi la place à une espèce animale plutôt qu'une autre. Par exemple, si vous voulez voir des mammouths, il vaut mieux aller en Quercy qu'en Poitou-Charentes. Exemple. Voilà. Donc, il y a effectivement aussi des cultures régionales qui se font jour au magdalénien, qui est l'art que l'on connaît le mieux, puisque ce sont 250 des 300 grottes ornées connues, et puis les 3/4 des objets d'art mobilier qui se trouvent dans les collections des musées. On va remercier à nouveau Catherine Schwab pour son intervention. Merci. Très documentée, avec beaucoup de belles images. Et puis...